On va revoir ces images, notamment ce classement. Faisons un bond en arrière. On repart en 1991, donc au moment de la chute de l'URSS. Regardez, d'anciennes républiques soviétiques retrouvent l'indépendance, donc c'est éparpillé un petit peu partout. Et notamment, l'Ukraine devient à ce moment-là la troisième puissance mondiale, juste derrière la Russie et derrière les États-Unis, qui sont évidemment les premiers. Regardez, en 1991, de quoi dispose l'Ukraine ? 4000 têtes nucléaires, 176 missiles balistiques, 103 bombardiers stratégiques. En tout, l'Ukraine hérite de 17% de l'arsenal nucléaire soviétique. C'était considérable à l'époque, Michel Goya. Bien sûr. Après, il faut rajouter, il y a Biélorussie et le Kazakhstan oui. qui avaient des armes nucléaires sur leur sol. C'est ça. Hein. Ces armes, elles étaient en droit, elles étaient possession de l'État soviétique. Il faut rappeler qu'en termes juridiques, c'est la Russie qui a pris toutes les prérogatives de l'ancien État soviétique. Mais à cette époque, c'est surtout les Américains qui font pression, effectivement, pour que ils ont une peur bleue de la prolifération nucléaire, ce qui peut se comprendre tout à fait. Et donc, c'est surtout eux qui ont fait pression. C'est facile à dire de la part de quelqu'un qui a l'arme nucléaire. Oui, mais si vous voulez, le traité de non-prolifération en 1968, ce sont les puissances nucléaires qui s'associent et qui disent, bon voilà, allez, nous, d'accord, tout le reste du monde, non. C'est ce que je dis, c'est un peu facile. Oui, on peut pour le reprocher, mais sachant que dans le traité de non-prolifération nucléaire, il y a marqué quand même un article disant on s'engage à ce qu'à terme on supprime quand même toutes les armes nucléaires. Bon, on en est quand même assez loin, c'est le cas de le dire. Non, mais bien sûr qu'on est à cette époque, c'est les Américains qui font quand même énormément pression. Donc effectivement, les Ukrainiens disent bon, vous êtes bien gentils, mais vous avez fait pression pour qu'on supprime, enfin qu'on donne toutes ces armes à notre futur ennemi en échange de garanties de sécurité. Bon, on a vu ce que ça donnait. En plus, nous, Ukrainiens, on a été des bons élèves. On a envoyé des troupes. Les Ukrainiens ont participé à la guerre en Irak. Il faut quand même le rappeler. Il y a une division complète qui était aux côtés des Américains en Irak. Moi, j'étais à Sarajevo. Il y avait un bataillon ukrainien. Enfin, ils ont joué le jeu. Ils voulaient de l'ouverture internationale, etc., etc. Et puis rien, quoi. Et puis pas d'entrée dans l'OTAN. Donc ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est une manière. Voilà. Donc ils jouent cette carte. En disant, ils n'ont jamais vraiment eu de reconnaissance. Faites quelque chose ou enfin malheur. En gros, c'est ça. Mais faites quelque chose de sérieux, enfin. Quoi. Ou engagez-vous, donnez-nous des vraies garanties. Quoi. Une vraie garantie, c'est on a des troupes qui sont sur le territoire, comme les troupes de l'OTAN qui sont, par exemple, dans les pays baltes. Autre exemple d'anciennes républiques soviétiques. Voilà. Les pays baltes, voilà, il y a des troupes de l'OTAN, ça fait partie de l'OTAN, il y a des troupes de l'OTAN. Voilà. Qui sont là pour les protéger. Nous, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi, d'une certaine façon. Ouais. Donc voilà, vous parliez justement tout à l'heure de la Biélorussie et du Kazakhstan qui ont aussi renoncé à leurs armes nucléaires. Regardez justement ces images d'archives. On est en 1994. C'est Baptiste Amossé, notre chef d'édition, qui a retrouvé toutes ces images. L'Ukraine, à ce moment-là, renonce à son arme nucléaire lors du mémorandum de Budapest. Et en échange, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie s'engagent à respecter l'indépendance de l'Ukraine. C'était il y a 30 ans. Pascal Boniface, vous nous disiez tout à l'heure que s'il n'y avait pas eu cet événement, peut-être que l'Ukraine n'aurait pas été agressée en 2022. Un pays qui a l'arme nucléaire n'est pas agressé par ses voisins de toute éternité. Sauf qu'en réalité, l'Ukraine a renoncé aux armes nucléaires parce qu'elle ne pouvait pas réellement les entretenir. Il y a renoncé, comme la Biélorussie et le Kazakhstan, comme l'a rappelé Michel Goya, mais ces pays n'avaient pas les moyens techniques, financiers qu'avait l'Union soviétique. Et donc, c'était une renonciation, et au bout d'un certain temps, ils n'auraient pas eu le financement de l'entretenir, mais les moyens aussi de ciblage, etc. En fait, en 1991, il y avait une grande peur de prolifération, parce que 4 États avaient l'arme nucléaire, des armes stratégiques, mais les 15 fédérations, les 15 États fédérés avaient des armes nucléaires tactiques sur leur sol. Les 15 États issus de l'Union soviétique. Donc, on a tout rapatrié à Moscou pour qu'il n'y ait pas de prolifération et surtout pour qu'il n'y ait pas, en fait, de dispersion dans des mains mal occupées d'armes nucléaires, etc. Et les Américains, effectivement, ont financé cela. Donc, oui, si l'Ukraine avait gardé les armes nucléaires, elle n'aurait pas été agressée. Si l'Ukraine avait eu l'arme nucléaire, elle n'aurait pas été agressée par la Russie il y a 2 ans. Mais en fait, en 1994, elle n'avait pas les moyens de vraiment conserver un arsenal nucléaire. Il faut voir quand même le statut de l'économie ukrainienne de 1991 à 2021. Tout le monde partait, l'économie allait à volo, et donc c'est un pays quand même qui n'était plus vraiment tenu, et il était mieux quand même qu'il ne possède pas d'armes nucléaires, faute de quoi il aurait pu tomber dans de très très mauvaises mains.
Oui, je vous montre d'autres images d'archives. Regardez, on est toujours en 1994. On est en train de désarmer un missile SS-19. C'est l'un des symboles les plus puissants de la guerre froide, colonel. Elle ciblait auparavant des cibles militaires et civiles américaines. Et donc, c'est en Ukraine que la plupart de ces missiles SS-19 étaient produits. Oui, ça vous fait sourire de voir ces images? Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que tous ce qu'on appelle les ICBM, les missiles intercontinentaux, ils étaient fabriqués, ils étaient conçus et pour beaucoup fabriqués en Ukraine. À tel point que même jusqu'à encore très récemment, les Russes étaient obligés de faire appel à l'Ukraine pour entretenir leurs missiles les plus puissants, ceux qui utilisent du propergol liquide. Et c'est une technologie que seuls les Ukrainiens maîtrisaient. Je dis récemment, il y a quelques années encore, il y a des Ukrainiens qui venaient pour entretenir les ICBM. Certains ICBM russes. Donc oui, il y a un savoir-faire aussi en termes de lanceurs, même si là aussi les Ukrainiens n'ont plus de missiles intercontinentaux. Je reviens juste sur quelque chose que disait Pascal Boniface, mais non, le nucléaire incite forcément les agresseurs à la prudence, mais il ne protège pas d'une attaque conventionnelle. Oui, pour vous, un pays qui a l'arme nucléaire peut tout à fait être agressé? Mais il y a eu, c'est déjà arrivé. Je dirais en 69, vous avez l'URSS et la Chine qui étaient en conflit, un vrai conflit. C'était deux puissances nucléaires, avec l'Union soviétique qui envisageait très sérieusement une attaque nucléaire pour détruire justement l'arsenal chinois. En 1973, Israël, puissance nucléaire, est attaqué pendant la guerre d'octobre, il est attaqué très violemment. Dans les années 80, vous avez l'Afrique du Sud qui a des armes nucléaires. Ils ont 5 armes nucléaires à ce moment, les Sud-Africains, qui sont en conflit en Angola, et les Cubains se battent contre l'armée sud-africaine. Vous avez évidemment la guerre des Malouines, etc., où l'Argentine attaque un territoire d'une puissance nucléaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que le nucléaire protège, dissuade du nucléaire, c'est-à-dire que ça c'est déjà énorme. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué nucléairement, vous pouvez toujours riposter nucléairement, donc ce qui refroidit un peu quand même les ardeurs, mais ça n'empêche pas, ça incite forcément à la prudence. On n'imagine pas que les Russes aient essayé par exemple de s'emparer de Kiev, alors que l'Ukraine eût été une puissance nucléaire, mais ça n'empêche pas des conflits conventionnels. L'annexion de la Crimée, l'Ukraine, puissance nucléaire, ça n'aurait pas empêché, par exemple, l'annexion de la Crimée qui s'est fait en quelques jours, qui s'est fait par surprise en quelques jours. Donc, au bout de quelques jours, on serait passé dans la situation et on aurait dit aux Ukrainiens, bon, ok, mais qu'est-ce que... Ça peut quand même dissuader un petit peu la Russie d'aller s'emparer de cette péninsule en Ukraine. Pas forcément, ou alors il faut le faire très vite. Pensez-vous, Catherine? Oui, non, je pense que évidemment les Ukrainiens ne peuvent pas s'empêcher de penser ça, que s'ils avaient gardé cette quantité très importante d'armes nucléaires, même si en effet, c'était pas eux qui avaient la main sur le bouton rouge à l'époque de l'Union soviétique, ils n'auraient peut-être pas été agressés par la Russie. Mais aujourd'hui, je pense que ce chantage ne marchera pas aussi pour une raison par rapport aux Américains. C'est-à-dire que les Américains n'ont sûrement pas envie de donner un feu vert à l'Ukraine pour qu'elle ait l'arme atomique, parce qu'au bout du compte, ça affaiblirait le camp occidental. Comment vous dites après à l'Iran qu'il n'a pas le droit d'avoir la bombe atomique? Comment vous dites à tous les pays qui sont en train de travailler sur ce genre de programme que justement c'est absolument interdit, si vous donnez le feu vert à l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, tacite ou pas? L'autre chose, c'est que vous donnez un argument supplémentaire à la Russie qui déjà n'en a pas vraiment besoin, pour éventuellement attaquer encore plus violemment l'Ukraine en disant demain, si c'est une puissance nucléaire, il faut absolument interdire cette possibilité-là à l'Ukraine. Donc c'est vraiment un pari très risqué que fait Volodymyr Zelensky, même si on comprend que de son point de vue, il tente le tout pour le tout. Mais ce ne serait sûrement pas bien vu par les Occidentaux. Justement, on est aussi en direct de Washington avec Axel Monnier et Gilles Parot. Axel, cette hypothèse selon laquelle l'Ukraine pourrait développer sa propre arme nucléaire, pourquoi est-ce que Washington ne veut pas en entendre parler ? D'après Volodymyr Zelensky, ce n'est pas aussi simple. Il estime que Donald Trump a trouvé son argumentation juste lorsqu'il lui a présenté cette idée selon laquelle l'Ukraine était prête à développer sa propre arme nucléaire, même si elle était basique et rudimentaire. Mais c'est vrai que dans les faits, ça semble compliqué pour les États-Unis de soutenir une telle option. Que ce soit l'administration Biden ou la future administration Trump, d'ailleurs, personne n'a intérêt à l'escalade dans ce conflit, et surtout pas Donald Trump, le chantre du repli sur soi de l'America First, celui qui se targue de n'avoir pas commencé une guerre sous son premier mandat. Et puis, il faut le dire aussi, Donald Trump, il a quand même fait campagne
sur un thème récurrent. Il a répété à l'envi dans ses meetings « Je réglerai ce conflit en moins de 24 heures ». Et il sait très bien que si on passe à l'étape nucléaire, eh bien, ce serait très compliqué pour lui. Bref, en coulisses, on sait qu'il y a beaucoup de pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il se remette à la table des négociations, pour qu'il accepte certains termes dans la possibilité d'un cessez-le-feu. Mais on verra surtout les premiers pas de Donald Trump sur ce dossier une fois qu'il sera véritablement installé à quelques mètres d'ici à la Maison-Blanche. Quelles seront ses premières décisions et comment il s'y prendra? Quel sera son plan pour régler ce conflit qui, encore une fois, il l'a dit, il le réglerait en 24 heures.